Donc, je voulais aujourd'hui parler avec vous d'une thématique particulière, mais qui s'inscrit assez bien dans le thème général de ce colloque. Mes recherches de thèse se situent assez bien s'inscrivent assez bien dans ce rapport entre travail, travailleur, justice et durabilité. Euh, mais ici, donc je mettais sur ces slides un petit résumé de mes recherches qui portent sur les pratiques d'alerte, les instruments qui les encadrent et qui visent à déterminer dans quelle mesure ils contribuent à une gestion plus préventive des risques liés à l'activité des entreprises privées. Et comme je le disais dans le titre de mon intervention, à la lumière de travaux choisis de sociologie pragmatique des risques. Ici, je voulais prendre une partie de l'analyse que je fais dans le cadre de mon doctorat et qui, je pense, était porteuse de réflexions un peu assez intéressantes dans ce cadre-ci qui était un peu plus situé et donc plus adapté au format de cet atelier. J'avais choisi un titre relativement long, mais qui permettait, dans le cadre d'un événement comme celui-ci, de bien analyser de quoi j'allais parler. Donc l'idée était bien de faire de l'analyse de la problématique de l'articulation entre ces obligations de prévention qui sont imposées aux entreprises et la question du droit d'alerte qui permettrait de faire un lien et d'articuler ces obligations de prévention avec les régimes de responsabilité de l'entreprise en me basant sur les travaux de la sociologie pragmatique des risques et pour analyser certains buts comme une gestion plus préventive des risques, une sécurité juridique renforcée et une gouvernance d'entreprise éventuellement plus démocratique. Je vous propose une réflexion en trois points. Un point de départ, un bref retour sur le droit de l'alerte et les pratiques d'alerte. Ensuite, sur l'évolution historique des cadres de la responsabilité de l'entreprise pour voir quelles sont les problématiques qui se font jour aujourd'hui. Et ensuite, voir dans quelle mesure, justement, l'alerte et le droit d'alerte peut jouer un rôle dans l'articulation des obligations de prévention qui pèsent sur l'entreprise et de la responsabilité de ces entreprises. Le point de départ, c'est donc celui de ces pratiques d'alerte, donc qui sont à la fois un symptôme social et une innovation sociale, si on en croit les travaux que je mobilise, donc ceux d'Ulrich Beck, de Francis Château-Renaud et de Didier Torny précisément, euh, qui ont l'avantage d'ouvrir largement le champ de ce qu'on peut considérer comme des pratiques d'alerte, au-delà des pratiques qui sont les plus célèbres et auxquelles on résume parfois cette matière, et qui permettent d'avoir une définition relativement large de ces comportements, qui fait référence à des personnes ou à des groupes qui, bien qu'ils ne soient pas chargés de le faire, tentent d'attirer l'attention sur des situations, des pratiques ou des activités dont ils ont des motifs de penser qu'elles sont à risque, qu'ils violent un cadre juridique ou simplement qu'elles interrogent l'intérêt public et qu'elles ne sont pas adéquatement prises en compte. On a ces auteurs qui expliquent d'où viennent la multiplication de ces pratiques par une complexité croissante des activités humaines et notamment des risques qui en découlent. Et alors, ils identifient des impératifs qui doivent présider à la gestion notamment des risques, des conséquences de ces activités avec deux caractéristiques principales, une gestion qui soit plus collective et plus continue, qui permettent de déployer une sorte de vigilance décentralisée et continue dans le temps de ces risques. Et pour cette raison, il y a un intérêt de ces pratiques d'alerte qui permettent de mettre en place ce genre de vigilance, mais à condition notamment, et ça c'est l'aspect que j'étudie en tant que juriste, à condition qu'il y ait un cadre juridique qui leur permette de contribuer à une gestion plus préventive des risques en les favorisant, en protégeant les lanceurs d'alerte, en les incitant, en prenant en compte les signalements et éviter qu'ils ne soient ignorés et en les soumettant à un traitement adéquat. Euh, L'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure ces cadres juridiques peuvent être porteurs de bonnes pratiques par rapport à une insuffisance, une problématique que j'analyse, qui est celle de l'articulation des obligations de prévention et des régimes de responsabilité et qui fait référence au titre de cet atelier, ce que fait la loi, ce qu'elle ne fait pas et ce qu'elle pourrait faire, comment elle pourrait le faire. Euh, c'est l'idée ici de voir dans le gap, dans l'écart entre ce que fait la loi et ce qu'elle ne fait pas, naissent une série de problématiques et dans quelle mesure une forme d'expérimentation
que représentent les pratiques d'alerte, que représentent certains cadres juridiques de l'alerte, peuvent offrir une sorte de solution, une sorte de bonne pratique qui peut être identifiée comme un exemple et éventuellement élargie, favorisée. Euh, Ça m'amène à la deuxième étape de ma réflexion, identifier une problématique importante en termes de responsabilité des entreprises aujourd'hui. On a un contexte d'évolution des cadres de ces responsabilités par rapport à des changements contextuels, notamment cette évolution des activités humaines et des risques qu'elles induisent, qui ont donné lieu à une évolution des cadres de la responsabilité de l'activité des entreprises. On peut considérer que ici, c'est ce que la loi a fait. Il faut aussi être attentif à tout ce qu'elle ne fait pas, au sens où toute la complexité des phénomènes n'est pas encore appréhendée par les cadres de la responsabilité, en tout cas suffisamment, adéquatement appréhendée. Et donc, le fait que la loi ait fait, mais ait fait jusqu'à un certain point, engendre, fait émerger certaines problématiques que j'essaye d'identifier avant de voir dans quelle mesure les questions d'alerte et de cadre d'alerte peuvent y apporter une forme de solution. Donc, si on retrace rapidement les étapes de l'évolution de ce droit de la responsabilité des entreprises, on voit qu'on part du droit commun de la responsabilité, la faute, le lien causal, le dommage, qui a historiquement très rapidement été dépassé par la complexification des activités humaines et des risques qu'elles induisaient, avec comme résultat une série d'insuffisances et d'injustices, une mise en cause des équilibres dans la prise en compte des intérêts des acteurs sociaux et qui a mené à une contestation de l'acceptabilité sociale, notamment de l'activité des entreprises privées. Ce qui a rapidement donné lieu à l'adoption de régimes qui sont dérogatoires au droit commun, qui ont pris différentes formes. D'abord, et assez classiquement, c'est des choses que, a priori, ils sont relativement connus, donc des régimes de responsabilité objectives et plutôt curatives qui mettent en place, et c'est notamment en santé et sécurité au travail, une réparation automatique, mais nécessairement limitée d'une série de risques sociaux quand ils se réalisent. Alors des risques qui sont limitativement appréhendés, limitativement réparés et avec, pour fonder cette forme de compromis, une immunité octroyée à l'employeur pour les risques que son activité crée. Donc en fait, avec ces régimes, on a une prise en compte limitée de la complexité liée aux activités humaines et aux risques qu'elles induisent dans une espèce de, de mythe de la maîtrise sur cette gestion des risques et des modalités de gestion qui sont simples. Donc elles permettent la paix sociale pendant un temps, mais à partir d'un moment, elles se révèlent insuffisantes. C'est à ce moment-là que des obligations se développent en termes de prévention pour éviter de n'agir qu'ex post. Et on va d'abord observer le développement de ces types d'obligations qui vont se présenter comme des dispositions matérielles et techniques, on dit faites par des ingénieurs pour des ingénieurs, de nouveau dans cette sorte de mythe de la maîtrise ou d'une capacité supposée de l'autorité publique à anticiper, à tout anticiper et à tout réguler par avance. De nouveau, on a des dispositifs qui se sont développés ici pour prendre une illustration en matière de santé et sécurité au travail et des normes qui ont l'avantage de la clarté, de la certitude, de la sécurité, mais qui vont de nouveau très vite se montrer insuffisantes, puisqu'on a une diversité d'activités, on a une évolution constante et toujours plus rapide, et donc ces normes, sitôt adoptées, sont sitôt caduques, et donc de nouveau, on atteint une limite dans les développements de ces cadres de la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'on adopte ces cadres et qu'on va adopter des normes de prévention qui prennent la forme de normes de gestion. Elles reprennent des objectifs à atteindre, des principes à mettre en œuvre, et elles vont se développer par l'action des juridictions, par l'action des législateurs. Euh, Elles vont mener une forme de responsabilisation des acteurs qui sont contraints. On va considérer que c'est eux qui connaissent le mieux leur activité, qu'ils sont les mieux placés pour adopter les mesures précises pour prévenir notamment les risques liés à leur activité. Et leurs caractéristiques vont toujours, d'une certaine manière, illustrer une forme de tension entre une volonté de ne pas trop contraindre les entreprises de manière trop lourde et en même temps d'assurer une certaine prévention, une certaine sécurité. Ces normes, elles vont imposer une vigilance. Il faut chercher à savoir les risques qui sont liés à une activité
et prendre toutes les mesures nécessaires pour les prévenir. Qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire un élargissement du champ des comportements qui peuvent être considérés comme une faute. Et ça va notamment être des obligations qu'on va trouver de nouveau en matière de santé et sécurité au travail, mais dans une série d'autres textes, par exemple le droit de la protection des données à caractère personnel. On va élargir le champ de la responsabilité, on va la rendre moins difficilement appréhendable, palpable, et ça va prendre la forme donc de ce type d'obligation. Vous devez adopter toutes les mesures de prévention nécessaires. Et les régimes de responsabilité qui sont associés vont également évoluer. Alors, je prends un exemple ici en France où on a une notion qui est celle de la faute inexcusable, qui va permettre à une victime de sortir du régime limité, du régime antérieur limité, où on n'avait qu'une réparation partielle du dommage qu'il avait subi suivant son exposition à des risques professionnels. C'est une notion qui a évolué, mais qui va être d'une certaine manière reconnue comme le fait pour un employeur de connaître, si vous voulez, l'existence d'un risque et ne pas avoir pris les mesures pour en préserver ses travailleurs. Et une fois qu'on reconnaît que ce type de comportement est avéré, eh bien, le travailleur va pouvoir obtenir une réparation plus élevée du dommage qu'il a subi. Qu'est-ce qui va se passer avec ce type d'obligation? C'est qu'on a une forte incertitude, on ne sait plus exactement comment respecter ces obligations de prévention et dans quel cas on met en jeu sa responsabilité. On a un enjeu, c'est de parvenir à réassocier, à réarticuler les obligations de prévention et les régimes de responsabilité, tout en tenant compte de cette complexité. Et c'est dans ce cadre qu'on peut revenir aux questions d'alerte qui peuvent faire ce lien, qui peuvent mieux permettre d'analyser les contours des obligations de prévention et les cas dans lesquels on met en cause sa responsabilité sans figer les hypothèses et les réalités auxquelles on est confronté, et afin de faire droit et d'épouser la complexité de ces activités. Donc une nouvelle forme de sécurité. Et de nouveau ici, certains cadres du lancement d'alerte peuvent être montrés en exemple, et de nouveau c'est le système français, où on a une présomption de responsabilité en matière de santé et sécurité au travail, mais également en matière de santé publique et d'environnement, où on a un cadre de l'alerte qui notamment permet à des travailleurs de mettre en lumière des risques simplement soupçonnés, qui met en œuvre des systèmes d'enquête collective pour déterminer les mesures à adopter et qui même contraint l'adoption de certaines mesures par l'employeur qui n'est pas le dernier décideur en cette matière. Donc on a quelque chose d'efficace en termes de prévention des risques, mais on a surtout une articulation entre obligation de prévention et régime de responsabilité, puisqu'on va considérer qu'on peut d'office bénéficier de la faute inexcusable en tant que travailleur si on a révélé un risque et qu'ensuite il s'est réalisé. On va considérer que alors l'employeur savait et qu'il va être tenu responsable. Donc ici, on a un régime de responsabilité qui, par cet aspect, tient compte de la difficulté que présentent les risques liés à une activité et qui tient compte du degré de connaissance ou d'incertitude qu'on peut avoir sur ces risques. Vous avez ici dans 2 slides les dispositions précises qui prévoient ce que je viens de vous résumer. Euh, donc, ce droit, cette protection pour le travailleur d'alerter sur un risque soupçonné, l'articulation avec le régime de responsabilité et tous les dispositifs de gestion collectif de ces risques. Et donc, ici, on a vraiment des cadres juridiques de l'alerte qui sont exceptionnels, en ce sens que ce n'est pas du tout la forme la plus courante que vont prendre ces dispositifs, et qui permettent de vraiment prendre en compte toutes ces difficultés, toute cette complexité en apportant plus de sécurité juridique, parce qu'avec ce type de dispositif, on sait plus précisément quelle forme, quel contour prennent les obligations de prévention, notamment être attentif aux alertes, les traiter et en inférer les mesures qu'il faut adopter en matière de gestion des risques, et mieux cadrer les hypothèses dans lesquelles notre responsabilité peut être mise en cause, puisque si on a alerté et que le risque se réalise, eh bien, la responsabilité sera mise en cause. On a la même chose en dehors, mais je ne rentre pas dans les détails ici, simplement pour mémoire et pour aller plus loin, je vous mets ces dispositifs que j'ai résumés ici. Vous avez un dispositif qui est pareil en matière de santé publique et de protection de l'environnement. Vous avez ici 2 exemples précis dans lesquels on reconnaît cette forme de responsabilité. Et enfin, en termes de conséquences, on voit ici qu'on a une forme d'expérimentation, et je terminerai par là avec ce slide, une articulation entre obligation de prévention et régime de responsabilité sous une forme d'expérimentation de type juridique qui permet de répondre à ces insuffisances.
On ancre la gestion des risques au sein de la gouvernance d'entreprise et donc, d'une certaine manière, on pave la voie à des modes de gouvernance plus collectifs de l'entreprise. Et en plus, et je termine par cette réflexion-ci, on a des modes de gestion des risques au sein de l'entreprise où on ne se base plus uniquement sur les savoirs experts, mais également sur des savoirs de terrain par des non-experts, ici des travailleurs, qui font valoir les savoirs qu'ils développent dans le cadre de leur activité pratique, si vous voulez. Voilà, j'espère avoir respecté le timing. Et bien sûr, je répondrai à des questions s'il y en a pour apporter plus de précision sur l'un ou l'autre aspect de cette présentation. Je vous remercie.